Chers internautes, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro de Cartes sur table, spécial géo-ingénierie. Voilà. Bonsoir Docteur Alouest, bonsoir Laurent Galtier. Ah, salut. Bonsoir. Alors Laurent Galtier est notre invité ce soir, il est ingénieur, tu es journaliste indépendant et auteur d'un dossier sur la géo-ingénierie dans le magazine Nexus numéro 158, ainsi que d'un dossier sur le projet ARP dans le numéro 161. Je cherche le magazine de ce mois-ci, mais je ne l'ai pas sous la main, je le retrouverai pour la fin de l'émission. Voilà, donc merci Laurent d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie, je te remercie pour cette invitation. Ouais. Et voilà, on va commencer sans plus tarder, parce à notre habitude, nous avons commencé légèrement en retard. Un petit peu en retard. Ouais. Alors, la géo-ingénierie, il y a déjà des gens dans le chat, non? Oui, il y a beaucoup de gens. Arrive. Il y a Sofoku, Jérôme Rouet, Mr. Payson Salute, Pache Salute. Beaucoup de monde. Vous êtes déjà une centaine dans le live. Les gens sont en train de se connecter. Voilà. Bon, bonjour à vous tous dans le chat. On peut commencer. Bonjour à tous. On va parler de beaucoup de sujets. Hein. On va parler de ce qui s'est passé en Chine, dans les Émirats Arabes Unis. On va parler de ce qui s'est passé en Maroc et en Espagne, au Vietnam. Puisqu'en fait, c'est un sujet qui n'est pas du tout nouveau. On a des archives qui remontent jusqu'en 1962. Et donc, on a préparé également des extraits de documentaires. Donc, on a tout un tas d'archives. On a hâte d'entendre Laurent Galtier réagir à tout cela. Et donc, je précise, j'avais oublié de montrer d'ailleurs le numéro le dossier consacré à ARP que tu as dirigé, Laurent Galtier. Voilà, le voici. Et pour commencer, on va parler de ce qui se passe en Iran, puisque en fait, suite à la guerre en Iran, il semble que la sécheresse très dure qui sévit là-bas depuis des dizaines d'années ait pris fin, mais certains médias disent que c'est le fruit du hasard, en fait, que ce soit concomitant avec cette guerre contre l'Iran. Et donc, tu as préparé un petit extrait de France 24. C'est parti. Des images virales semblent montrer l'Iran sous la neige, alors que le pays est très touché par les sécheresses et le stress hydrique en général, de quoi alimenter la rumeur. Selon des internautes, ce serait le résultat d'opérations de guerre climatique en provenance des États-Unis. Exactement. Alors regardons ensemble cette publication vue près de 4 millions de fois sur la plateforme X. Cet utilisateur affirme que suite à la destruction par l'Iran d'infrastructures d'ensemencement des nuages qui seraient basées aux Émirats Arabes Unis, eh bien, les températures auraient chuté de 5 degrés à Téhéran, du jamais vu, de quoi faire pleuvoir et puis aussi de quoi faire neiger. Et selon l'utilisateur et bien d'autres utilisateurs sur la même plateforme, eh bien, voir de telles pluies torrentielles après des années de sécheresse, ce ne serait pas un fait météorologique, mais bien les conséquences directes d'une véritable guerre climatique, comme l'affirme cet utilisateur, entre Israël et les États-Unis, qui auraient donc essayé d'empêcher l'eau de tomber sur Téhéran, en proie donc au stress hydrique. Et selon nos confrères de Deutsche Welle, cette publication, elle aurait été retrouvée pour la première fois sur le compte Twitter de l'ambassade iranienne en Afghanistan et reprise ensuite par des publications iraniennes comme celle-ci que j'ai traduit automatiquement. Et puis surtout, il y a une mécompréhension totale des différentes technologies qui peuvent exister. Il est tout simplement impossible de manipuler à distance un quelconque climat, y compris en Iran. Et ensuite, il faut aussi rappeler qu'en Iran, eh bien, il y a souvent des périodes de fortes précipitations et des périodes de forte sécheresse qui sont bien sûr pas inédites et puis qui sont aggravées avec le réchauffement climatique. Et puis en décembre 2025, vous voyez, il y avait de graves crises, de graves crues qui avaient fait plusieurs morts. Aucun lien, donc, si je comprends bien, avec la technique d'ensemencement des nuages. Exactement, c'est une technologie qui existe depuis longtemps, qui existe depuis les années 40. Ça consiste à prendre souvent des avions, parfois des lanceurs depuis la Terre, depuis le sol, pour ajouter des substances chimiques dans les nuages. C'est un peu d'une certaine manière le petit coup de pouce pour faire éternuer le nuage, le petit poivre pour faire éternuer le nuage. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire apparaître des nuages ou de la pluie au-dessus d'un pays et puis évidemment à distance, comme nous l'expliquent nos confrères de Deutsche Welle. Ça va favoriser le déclenchement de précipitations, ce qui peut être utile pour réduire la pollution de l'air ou encore les sécheresses. Et puis les Émirats Arabes Unis, évidemment, l'utilisent bien, cette technologie. Rien que cette année, cet article nous parle d'au moins 80 missions. Mais à travers le monde, les effets sont limités selon les études. C'est à peu près 5
20% grand maximum de précipitations en plus, puis surtout sur une toute petite région. On nous parle par exemple d'une piste de ski. Alors évidemment, pas l'intégralité d'un pays ou 17 provinces iraniennes. Et puis... Voilà bon, pour cet extrait. Ouais, j'ai fait des coupes grossières parce que bon, on était un petit peu, il y avait beaucoup de choses à voir, donc j'ai coupé vite quoi. Ce qui ressort de son intervention à cette femme, c'est que l'Iran ne peut pas avoir subi d'attaques climatiques de la part des États-Unis ou d'Israël. Que le climat actuel en Iran, non, il n'est pas différent de celui d'avant, il a toujours été comme ça. En gros, ce qu'elle essaye de faire comprendre aux gens, c'est que arrêtez de vous emballer, il n'y a pas de modification climatique sur l'Iran. On peut préciser d'ailleurs que tout ce qui concerne la géo-ingénierie et les modifications du climat, quand les médias mainstream en parlent, parce qu'on a des extraits de beaucoup de médias mainstream, c'est pas complotiste quand ils l'affirment. Par contre, quand nous on en parle, c'est complotiste. C'est complotiste, tout à fait. Alors Laurent, toi, par rapport à ce que tu as entendu là déjà, qu'est-ce que tu penses de la présentation qui est faite par France 24 de la situation? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, il y a quand même une part qui est honnête dans la présentation, c'est-à-dire le fait de parler de l'ensemencement des nuages comme une technologie qui date des années 40. Effectivement, c'est quelque chose qui a apparu dans les années 40, notamment des travaux de recherche de General Electric. À l'époque, leur objectif était d'ailleurs plutôt de dévier des ouragans. C'était plutôt comme ça qu'ils envisageaient la technologie. Donc ça, c'est quelque chose qui rapporte. Le fait est qu'il y a une petite nuance qui leur permet de garder un petit peu d'honnêteté dans la présentation. C'est il est impossible de modifier le climat à distance, en tout cas la météo. Alors, il y a des choses qu'il faut quand même savoir, c'est que les nuages se déplacent avec le vent. Donc, un ensemencement qui est fait à un endroit peut avoir des effets sur des kilomètres, des dizaines de kilomètres et peut-être des centaines de kilomètres. On a des publications scientifiques qui l'indiquent, que les effets peuvent être régionaux. Donc, un ensemencement qui est fait au niveau des Émirats arabes unis, il est bien difficile d'exclure que ça puisse avoir un effet sur la côte iranienne. Ça, c'est le premier point. Après, c'est la guerre là-bas et il y a beaucoup d'avions qui circulent, et notamment des avions donc américains, israéliens qui circulent au-dessus d'Israël. Je pense que, en tout cas, pas beaucoup de personnes sont capables d'affirmer que ces avions ne pourraient pas procéder à des opérations d'ensemencement. Donc ça, c'est une hypothèse qu'elle n'envisage pas. Donc, est-ce que les Américains le feraient ou pas, ou est-ce que même les Iraniens le feraient ou pas? Ça demande des moyens qui sont pas très, comment dire, c'est pas des moyens très lourds pour faire l'ensemencement des nuages. Donc, ça, en tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut pas exclure. Et enfin, pour finir, l'utilisation de l'ensemencement des nuages comme moyen de guerre, hein, c'est quelque chose qui a un historique. Notamment avec le projet Popeye pendant la guerre du Vietnam, où les Américains ont procédé à une guerre météorologique pendant peut-être 5 ans de mémoire, avec des milliers de vols tous les jours. De 67. Ouais, j'allais dire c'était de 1967 à 1972, donc 5 ans, tout à fait. Voilà. Et donc là, l'objectif à l'époque, c'était de prolonger la mousson de façon à rendre très difficile la logistique des communistes dans le nord du pays. Voilà. Alors justement, j'ai préparé un extrait, un petit zapping sur ce sujet spécifique de l'opération Popeye. On va revenir à l'Iran, puisque en fait, quand même, pendant la guerre des 12 jours qui a précédé la guerre actuelle, donc ça c'était en 2025, on a enregistré des pics de chaleur jamais enregistrés dans le sud-ouest de l'Iran, dans le nord-est de l'Irak et au Koweït, avec des pics de chaleur qui dépassaient de manière notable les 50 degrés. Voilà. Et donc là, c'est le journaliste correspondant pour France 24 et de très nombreux médias mainstream qui s'appelle Savosh Gavi, qui est un journaliste franco-iranien présent à Téhéran et qui répond à une question de Toxin. On passe tout de suite l'extrait et on revient juste après. Depuis le début de la guerre, le climat en Iran, a totalement changé. C'est-à-dire qu'on est passé
de Vous plusieurs n'êtes pas le années de premier à nous en sécheresse. parler, et allez-y, je vous en prie, parce Ouais. que c'est vraiment très très intéressant d'avoir le retour de quelqu'un sur place. Dites-nous tout. On a eu plusieurs années de sécheresse très très dure, avec la plupart des barrages à travers le pays qui étaient pratiquement vides, notamment autour de Téhéran. Il y a 4 barrages qui alimentent la ville de Téhéran en eau potable, qui étaient donc le réservoir était à moins de 10%, et donc ça posait d'énormes problèmes. Depuis le début de la guerre, le climat a totalement changé. C'est-à-dire que il y a des pluies incessantes à travers le pays, beaucoup de barrages, pas encore dans Téhéran. Les barrages à Téhéran sont remplis maintenant à 25-30%, mais ailleurs il y a des barrages qui débordent tellement il y a eu de pluies qui sont tombées. Et hier soir, par exemple, juste derrière chez moi, dans les monts Alborz, la chaîne d'Alborz, on a même eu de la neige dans les hauteurs. Toute la nuit, il a plu. Donc un climat qui a complètement changé. Un paysan me racontait qui travaille qui vit près de la ville de Hamedan, vers l'ouest, que lorsqu'il était jeune et qu'il partait à la campagne, dans les champs, donc au printemps, il revenait avec les vêtements totalement mouillés à cause des pluies très très fortes, et que c'est la même chose désormais aujourd'hui, ce qu'il n'avait pas vu depuis 35 ans. Alors l'une des explications, c'est que les radars américains autour de l'Iran ont été détruits, et que avec ces radars et le système HARP, les Américains empêchaient. Donc, alors je ne sais pas si scientifiquement c'est totalement vrai ou pas. Avec ces systèmes autour de l'Iran, avec des radars autour de l'Iran, empêchaient l'arrivée des nuages. Et donc même par exemple le lac de Roumi est complètement asséché, a maintenant 1 mètre d'eau, c'était impensable il y a encore un an. Là, c'est des images de... C'est assez impressionnant quand même. Voilà pour ce zapping. Alors, une première réaction, Laurent ? Alors, les accusations de l'Iran vis-à-vis de... Alors, c'est une notion qui est la notion de vol de pluie. C'est une notion qui devient de plus en plus importante au fur et à mesure que les technologies sont employées de manière massive. Alors, on pourra en reparler peut-être plus tard, mais il y a eu quand même des troubles civils aussi en Chine, typiquement, où ils ont déployé la technologie très massivement. Donc, sur cette accusation de vol des nuages. Et l'Iran, alors c'est depuis le président Ahmadinejad, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être en 2008. Enfin, je vérifie la date. C'était une des premières accusations contre les Occidentaux sur le vol de nuages comme explication pour justifier la sécheresse. Alors, le fait est que il y a en Israël un des plus anciens programmes de contrôle de la météo, de modification de la météo par ensemencement des nuages sur la côte israélienne. Donc ça a duré pendant des décennies, avec des résultats qui sont statistiquement en tout cas débattables. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques d'un côté qui vont dire non, ça marche pas, d'autres qui vont dire que ça fonctionne. Mais factuellement, on a ces programmes-là. La Jordanie aussi est assez en pointe dans une autre technologie qui n'est pas l'iodure d'argent, donc qui est épandue par avion ou par fusée. C'est la technologie d'ionisation des nuages. Et la Jordanie a récemment, enfin il y a quelques années, communiqué sur le succès de ce programme. C'est une augmentation de 20 à 30% des pluies. Donc, alors je ne suis pas spécialiste de la circulation des nuages dans la région là-bas, mais en tout cas, la pluie qui tombe à un endroit, elle tombera pas plus loin, en fait, dans le circuit, dans la circulation du nuage. Donc ça, moi, je peux pas dire que l'accusation iranienne est juste, parce que ça demande des compétences assez fines sur la météorologie, mais on ne peut pas nier qu'il y a ces programmes importants en Israël
en Jordanie et puis tout autour, dans les Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, Sultanat d'Oman. Il y a des programmes assez massifs d'ensemencement des nuages. Donc Et c'est des programmes civils. Voilà. cette explication est plausible alors. Bah, c'est plausible en tout cas. On peut pas le balayer d'un revers de main. Ça, c'est pas possible. Après, sur ARP, on reviendra peut-être là-dessus. Parce que pour moi, c'est un sujet qui est assez vaste et je vais peut-être laisser la parole. Mais en tout cas, il y a, et ça c'est documenté, il n'y a pas de difficulté à trouver toutes ces informations. Elles sont accessibles en source ouverte. Alors, on va passer maintenant un petit extrait d'un discours de Lyndon Johnson avant qu'il soit élu président. Donc, c'était en 1962, si je ne me trompe pas, je vais vous dire, à l'université Southwest Texas State University, donc université du sud-ouest du Texas, de l'État du Texas. Et il dit en substance, qui contrôle le climat contrôle le monde. Désolé, je n'ai pas eu le temps de le sous-titrer pour ceux qui ne parlent pas anglais. Voilà, c'est la seule vidéo qui sera non sous-titrée. Donc, je vous prie de m'excuser. Je traduis en direct. It lays the predicate foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. That will permit man to determine the world's cloud layer, and he who controls the weather will control the world. Oui, qui contrôle le climat contrôle le monde. Le monde. Voilà, même ceux qui ne parlent pas bien anglais, je pense qu'ils ont compris l'essentiel. Tu connaissais cet extrait, j'imagine, Laurent ? Oui, et j'ai une belle citation pour vous, si vous voulez, d'ailleurs, à ce sujet-là, si ça vous intéresse. Donc, l'auteur, c'est Gordon MacDonald. Donc, c'est directeur associé de l'Institut de géophysique et de physique planétaire de l'Université de Californie. Donc, le gars, c'est pas un rigolo. Il était membre du comité scientifique du président Johnson, donc celui qui a succédé à Kennedy après son assassinat. Donc, je vais vous lire la citation. Parmi les moyens futurs d'atteindre les objectifs nationaux par la force, une possibilité repose sur la capacité de l'homme à contrôler et à manipuler l'environnement de sa planète. Une fois acquise, cette maîtrise de son environnement fournira à l'homme une nouvelle force capable de causer des dommages considérables et aveugles. Les armes géophysiques, donc typiquement le contrôle de la météo ou l'ingénierie, pourraient faire partie de l'arsenal de chaque nation. Comme je vais le démontrer, ces armes sont particulièrement adaptées aux guerres secrètes ou clandestines. On pourrait ajouter d'ailleurs le livre de Zbigniew Brzezinski, qui n'est pas n'importe quel géopoliticien, puisqu'il a été conseiller de plusieurs présidents américains, de Carter jusqu'à Obama. Et c'est lui qui avait supervisé la livraison des missiles Stinger aux Moudjahidines en Afghanistan pour faire chuter l'URSS en 79. 79, ouais. Voilà. Et il a écrit un livre qui s'appelle Between Two Ages, entre deux âges, entre deux ères, et où il parlait justement du fait que c'était l'avenir de la guerre, les guerres qui étaient ignorées par le grand public. C'était suite à la guerre du Vietnam où en fait l'opinion publique avait été un facteur important de la défaite américaine, du retrait des forces américaines. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'il dit exactement, Laurent Gatier? Toi, tu connais peut-être mieux ses propos. Il dit en substance. Vas-y, je t'en prie. Je sais pas laquelle tu vas citer. Donc, en gros, il dit que la guerre du futur, elle doit être ignorée de l'opinion publique et que un des meilleurs moyens, c'est de faire la guerre climatique, justement, par des cyclones, par des sécheresses, ce genre de choses. Voilà, c'est effectivement Zbigniew Brzezinski, c'est pas juste un géopoliticien parmi d'autres, c'est vraiment quelqu'un qui a eu une influence sur la politique étrangère. Le livre, je crois qu'il est de 1973, non? Oui, c'est dans les années 70, tout à fait. On va passer. Pendant ce temps-là, effectivement, l'opération Popeye était ignorée du grand public. C'était quelque chose encore qui était caché à très haut niveau de secret. Eh ben, ça fait tout à fait la transition sur le zapping que je vais lancer tout de suite. C'est parti. Opération Popeye. Au Vietnam, la bataille pour Quang Tri se poursuit et peu à peu, les Sud-Vietnamiens semblent reprendre la capitale de cette province qui, depuis le 1er mai dernier, était contrôlée par les forces communistes. Cette nuit encore, plusieurs commandos parachutistes sud-vietnamiens sont entrés dans la ville. Au total, plus de 500 hommes seraient déjà dans Quang Tri.
Il y a aussi un nouvel aspect de cette guerre au Vietnam sur lequel je vous propose de nous arrêter un instant. Il s'agit de la guerre météorologique. Selon plusieurs journaux, en effet, des journaux américains en particulier, les Américains, précisément, de façon à gêner les mouvements des troupes ennemies, réussiraient actuellement à provoquer des chutes de pluie sur certaines zones de combat. Cela peut paraître surprenant, et pourtant ce n'est pas une technique tout à fait nouvelle, François de Closet. Non, absolument pas, et c'est ce que vont nous montrer ces images. Une fois de plus, il s'agit de recherches pacifiques qui sont reprises à des fins guerrières, car les aviateurs que nous allons découvrir dans cet avion, eux, ne partent pas du tout à l'assaut de positions ennemies, ils partent attaquer ou s'entraîner à attaquer des ouragans. Mais en fait, ce sont les mêmes techniques, il faut bien le dire, qui sont utilisées dans les deux cas. Alors très schématiquement, il va s'agir de faire crever un nuage en répandant dans ce nuage depuis l'avion certaines substances. Alors comment se pose le problème? Eh bien, si vous voulez, un nuage, c'est une énorme concentration de gouttelettes d'eau et d'eau liquide, ce qui est curieux parce que le nuage peut être à moins 30 degrés bien qu'il y ait des gouttelettes d'eau liquide. Et il semble qu'au moment où se produit le processus de la précipitation, de la pluie, il y ait une cristallisation de nombreux petits cristaux de glace qui se fassent dans le nuage. Alors, ce que l'on essaye par cet ensemencement, comme l'on dit, avec les produits comme de l'iodure d'argent, qu'on utilise le plus souvent, eh bien, on essaye, en répandant ces petits cristaux dans le nuage, de provoquer artificiellement cette glaciation, c'est l'apparition de ces petits cristaux de glace pour faire la précipitation. Et précisément, les cristaux d'iodure d'argent ressemblent beaucoup à des cristaux de glace, et c'est pourquoi autour de ces petits cristaux, l'eau va développer des petits cristaux de glace, et on va artificiellement provoquer la pluie. Alors il y a près de 25 ans qu'on étudie ça. C'est pas nouveau, non? Non, seulement il faut savoir c'est que un vieux rêve aussi. La météo, c'est quelque chose de très compliqué, le ciel est quelque chose de très capricieux, il y a des résultats intéressants, et puis à d'autres moments c'est décevant, on a beaucoup de mal à maîtriser tout ça, c'est pourquoi ces techniques qui sont très intéressantes pour l'avenir n'ont pas encore connu un très grand développement. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, c'est intéressant. Bien sûr, mais dans le domaine de l'agriculture et aussi et surtout dans le domaine de la prévention des cyclones ou des typhons, on pense que si on pouvait, au moment où se développe l'œuf, c'est-à-dire les masses nuageuses qui ensuite vont se mettre en mouvement et former l'ouragan, si on pouvait à ce moment-là faire crever le nuage, eh bien on éviterait peut-être des catastrophes. Il y a le projet américain Storm Fury pour essayer ça. C'est une véritable arme de guerre? Alors justement, c'est probablement une arme tactique, si vous voulez, parce que pour faire crever un nuage, il faut qu'il y ait un nuage, si vous voulez. Donc on ne peut pas, c'est ça, on ne peut pas les amener. Donc on ne va pas augmenter la quantité d'eau qui sur plusieurs mois va tomber sur une région, on ne va pas véritablement changer le climat. En revanche, on va pouvoir provoquer la pluie au moment voulu s'il y a des nuages. Donc, si on veut par exemple lancer une opération de bombardement, eh bien on provoque la pluie pour gêner la défense anti-aérienne. C'est un peu comme cela. Alors, à l'heure actuelle, au Vietnam, c'est la mousson. Depuis le 10 juin, la saison des pluies. Il y a toujours d'énormes concentrations de cumulonimbus. Et dans ces conditions, évidemment, le terrain ou le ciel se prête à ce genre d'opération. Il ne s'agit pas d'une légende urbaine. Les États-Unis d'Amérique ont vraiment manipulé la météo dans l'espoir de gagner la guerre du Vietnam. Voici l'opération Popeye. Le projet commence discrètement sous le nom de Motorpool, avant de devenir officiellement Opération Popeye. Nous sommes en 1967, la guerre du Vietnam fait rage. L'armée nord-vietnamienne alimente ses troupes par la fameuse piste Ho Chi Minh, un immense réseau de routes traversant le Laos et le Cambodge. Les Américains veulent couper cet approvisionnement. Leur stratégie? Allonger la saison des pluies pour transformer ces routes en marécages. Pendant 5 ans, jusqu'en 1972, des avions américains survolent ces zones. Ils dispersent de l'iodure d'argent dans les nuages pour provoquer des précipitations massives. Le slogan interne de l'opération résume bien leur état d'esprit, « Make mode not war ». Faire de la boue, pas la guerre. L'opération est massive. 50 000 vols par an, des millions dépensés et environ 15 millions de dollars chaque année. Les rapports internes parlent d'une saison des pluies prolongée de 30 à 45 jours. Mais l'efficacité réelle reste très contestée. Et surtout, aucun des pays concernés, ni le Laos, ni le Cambodge, ni la Thaïlande, n'avait été prévenu. Le ciel, soudainement déchaîné, a frappé aussi les récoltes, les villages et les populations civiles. Le secret est bien gardé, jusqu'en 1971. Le sénateur Claiborne Pell met la question sur la table au Congrès américain, dénonçant publiquement le projet. L'année suivante, le New York Times confirme l'existence de Popeye, et le scandale éclate. Les Pentagon Papers finissent de révéler l'ampleur de l'affaire. L'opération Popeye provoque alors un débat mondial, car si les Américains peuvent manipuler la pluie, que pourrait faire l'URSS ou d'autres puissances? En 1977, les Nations Unies adoptent la Convention AMMOD, qui interdit l'usage militaire de la modification de l'environnement. Les États-Unis la signent cette même année et la ratifient en 1980.
Bon alors, Laurent, c'est bon, ils ont signé une convention, les États-Unis, donc ils ne le font plus. Oui. En tout cas, il vaudrait mieux pas qu'ils se fassent attraper à le faire. Cela étant dit, la Convention ENMOD, donc, elle interdit toute utilisation de l'environnement. Donc, la citation que je vous donnais tout à l'heure de Gordon MacDonald. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette convention-là, c'est qu'il y a une clause de revoyure. J'ai plus les détails exacts. C'est tout un processus diplomatique qui font que les nations qui ont signé la convention se retrouvent pour voir s'il faut modifier la convention ou pas. Et aujourd'hui, globalement, c'est la politique de la chaise vide depuis une bonne décennie sur ce sujet-là. Donc, est-ce que c'est une convention qui a toujours une force? Disons que si toutes les parties, je ne sais pas si toutes les parties aujourd'hui procèdent à des opérations de guerre climatique, en tout cas, ils vont avoir du mal à s'accuser l'un l'autre. Comment ça va se passer à l'ONU? L'ONU, vous avez bien noté que depuis le début de la guerre d'Iran, on a l'impression qu'elle a disparu. On n'entend pas beaucoup sa voix. Donc, est-ce que ces conventions-là protègent vraiment les populations et l'environnement de ce type d'armement? C'est une bonne question. Alors, on a vu que avec ces quelques extraits que en fait, c'est les techniques de modification du climat, même si c'est entre guillemets pas la météorologie, pas le climat au sens strict, mais plutôt la météo, c'est sur un temps assez court que c'est modifié, en tout cas les anciennes techniques. J'ai envie de dire, pour plaisanter, que c'est l'envie de modifier le climat n'est pas nouvelle, puisqu'on connaît que dans plein de cultures, les danses de la pluie, alors ce n'étaient pas des sciences au sens strict du terme moderne, mais en fait, effectivement, les danses de la pluie, ça existe en Amérique du Nord. Tu voulais réagir, Farid? Ah non, il y a toujours des gens qui font tomber la pluie. T'as Carla Bruni, quand elle chante, elle fait tomber la pluie. T'as François Hollande aussi, quand il sort et qu'il parle, il pleut. T'as remarqué que dès que lui, il est dehors et puis qu'il assiste à un meeting, à quelque chose, il fait un temps dégueulasse. Je pense qu'on devrait le donner aux États-Unis, qu'ils l'utilisent pour faire tourner la pluie. Ça nous arrangerait, quoi. Voilà, je voulais faire un petit peu d'humour parce que là, le prochain extrait n'est pas du tout drôle. Ça concerne pas exactement la géo-ingénierie, mais ça concerne donc l'agent orange, l'ancêtre du Roundup, du glyphosate, qui est aujourd'hui d'ailleurs, le glyphosate est utilisé au Liban et en Syrie par l'armée israélienne pour non pas désherber comme certains particuliers le font de manière peu scrupuleuse dans leur jardin. Certains particuliers utilisent du glyphosate dans leur jardin. Je ne ferai jamais ça personnellement. Mais là, c'est sur des larges zones et c'est pour détruire et empêcher en fait l'agriculture sur de larges zones, donc dans le sud du Liban et dans le sud de la Syrie. Et là, l'extrait que tu as préparé, Dr Alouès, ça concerne le Vietnam. Voilà, c'est parti. L'opération fut gentiment baptisée « Ouvrier agricole ». En 1961, l'armée américaine décide de répandre un agent chimique sur une grande partie du Vietnam en guerre. Objectif, détruire les forêts où se cache le combattant ennemi. 80 millions de litres d'un herbicide surnommé agent orange sont déversés. Officiellement, le produit est inoffensif pour l'être humain. En réalité, il est composé d'une dioxine, extrêmement toxique. Les avions survolaient nos villages tous les matins et tous les après-midi. Au début, on pensait que les Américains venaient larguer des prospectus de propagande, comme ils le faisaient d'habitude. En fait, c'était de la fumée blanche. À l'époque, on ne savait pas qu'il y aurait de si graves conséquences sur les êtres humains. Dans tout le centre du pays, la dioxine s'est incrustée dans les sols. Les récoltes ont été affectées. Toute la chaîne alimentaire a été contaminée. Aujourd'hui, le gouvernement estime que 3 à 4 millions de Vietnamiens ont été touchés. Les Américains ont toujours refusé de reconnaître leur implication dans cette histoire. Pour eux, l'agent orange reste un herbicide inoffensif. Nous sommes dans la pièce où nous conservons les cas les plus graves, les bébés qui n'ont pas survécu. L'hôpital a demandé aux parents s'ils pouvaient les garder ici dans un but de recherche scientifique. Dans cet hôpital d'Ho Chi Minh Ville, des centaines d'enfants victimes de l'agent orange sont emmenés ici par leurs parents trop pauvres
pour leur offrir les soins nécessaires. En fait, si tu veux, c'est que la géo-ingénierie utilisée par les États-Unis et ce qu'on a vu là. Donc au Vietnam, ils ont commencé par faire tomber les pluies, en tout cas essayer de faire en sorte de faire tomber plus de pluie. Et là, avec l'agent orange, ça montre juste que quand ils sont en conflit avec un pays, ils n'ont aucun état d'âme. Donc là, on le voit, c'est-à-dire 50 ans après, l'agent orange, il a toujours des effets sur la population. On a toujours des enfants qui naissent avec des malformations. Donc, ouais. L'agent orange, c'est Trump. Alors justement, tu m'as envoyé une petite photo. L'agent orange, il est toujours à l'Élysée, il est toujours à la Maison Blanche. L'agent orange, il est toujours nuisible. Et bah oui, mais en cas de conflit, t'as vu, Lynn, on a eu la même blague, tu vois, lines of perception. Non, on voit qu'en cas de conflit, donc il n'y a pas de pitié avec l'adversaire, donc ça expliquerait aussi que, bah écoute, l'Iran depuis 40 ans, s'ils ont constaté qu'il y avait la sécheresse chez eux et que depuis qu'ils aient détruit plusieurs bases américaines, en tout cas, les choses s'améliorent, c'est peut-être aussi lié à ça, au fait qu'il y avait des moyens de modifier leur climat, en tout cas installés à l'étranger autour de chez eux. Ça fait réagir dans le chat. Il y en a beaucoup qui mettent le terme FDP. C'est pas très gentil pour les prostituées. J'ai beaucoup plus de respect pour les prostituées que j'en ai pour les gens qui ont répandu de l'agent orange. Voilà. C'était ma petite Ah bah oui, histoire. non mais parce que ils ont balancé ça donc dans les années 60 et regarde plus de 50 ans, 60 ans après, il y a toujours des gosses qui naissent mal formés. Donc tu vois les conséquences. C'est pareil pour quand ils ont utilisé l'uranium appauvri, ce qu'ils ont balancé en Irak. On a aussi des malformations d'enfants. En fait, c'est pour ça que dans une guerre, les États-Unis n'ont aucune pitié par rapport à leur adversaire. Alors, on va parler d'un sujet qui a déjà été abordé dans le chat et que, Laurent, tu as abordé aussi tout à l'heure, c'est la Chine. La Chine qui s'est mise à faire de l'ensemencement de nuages. On peut se souvenir qu'en 2008, je vais montrer quelques articles. Tac, 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 tac. Un article du Monde qui en parle. Hop. Voilà. Succès des fusées anti-pluie pour les JO. Pour la première fois dans l'histoire olympique, la Chine a utilisé le vendredi 8 août avec succès un millier de fusées pour crever des nuages de pluie avant qu'ils n'atteignent le nid d'oiseaux, le stade où se déroulait la cérémonie d'ouverture des JO. Voilà. 2 articles en parlent à l'époque. Le temps en Suisse. La Chine veut faire la pluie et le beau temps. Les scientifiques chinois disent pouvoir contrôler le temps lors de l'ouverture des JO. Info ou intox? Et puis là, cet article du Parisien plus récent, JO de Paris 2024, météo olympique quand la Chine ensemençait les nuages pour éliminer la pluie. Voilà, et on va passer tout de suite le zapping. Attends, 2 secondes. Ça fait des semaines et des semaines. Watch, pardon. Ouais, bravo. Non, c'était juste pour te dire qu'en France, tu te rappelles la cérémonie des JO? Il a plu en 2024. Donc, est-ce qu'ils avaient essayé de... Non, pas pour la cérémonie des JO, mais par contre pour le défilé militaire du 14 juillet, oui. Et je crois qu'ils en parlent là, dans un des 2 extraits. LCI un truc qui est intéressant, c'est que la France n'a pas signé la convention ENMOD. Donc, c'est ce qui a permis à un auteur, alors mince, son nom m'échappe, mais il a fait une prédiction là-dessus en disant que la Russie pouvait se venger par de la guerre météorologique. Bon, après, les cieux étant bien surveillés, ça semble pas crédible qu'une telle opération ait eu lieu. Mais en tout cas, on n'a pas voulu la signer pour les mêmes raisons qu'on n'a pas signé certains traités de non-prolifération. Voilà. Merci pour cette précision. Mais... C'est très important ce que tu viens de dire, Laurent, sur la France. Je ne savais pas qu'elle n'avait pas signé la convention. Merci. Ça fait des semaines et des semaines qu'il ne pleut pas en Chine dans certaines régions. Alors du coup, ils ont décidé de tirer dans les nuages pour les faire pleuvoir. Ça marche comment? Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle l'ensemencement des nuages. Concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, soit avec un canon, soit directement un avion. On va tirer des petites tiges d'iodure d'argent. Une fois que ça arrive dans les nuages, eh bien, ça va générer des cristaux de neige. Ça va donc rendre les nuages plus lourds, qui vont donc, eh bien, tout simplement se transformer en pluie. Alors, ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, même en France,
on l'utilise pour les défilés du 14 juillet, par exemple. On utilise ce même procédé, mais plutôt pour éloigner les nuages. Après la catastrophe de Tchernobyl, même chose, on avait utilisé ce procédé pour protéger évidemment des retombées radioactives. Le problème, c'est que cette fois, ça ne fonctionne pas puisqu'en fait, les nuages sont trop fins, ils ne sont pas assez gorgés d'eau. Résultat, eh bien, la situation commence à être de plus en plus préoccupante en Chine. Dans certaines régions, eh bien, c'est le 64e jour consécutif de vagues de chaleur avec des températures qui atteignent les 40 degrés quotidiennement depuis plus de 2 mois. Les autorités comptaient donc sur cet ensemencement des nuages. C'est loupé, on le voit, pas facile de contrôler la météo. Nivine, question subsidiaire. Si l'ensemencement fonctionne, est-ce qu'il y a un risque quelconque pour les gens en dessous ou ceux d'à côté ? Alors en soi, l'iodure d'argent, c'est pas toxique, hein, c'est quasiment inoffensif. Le problème, c'est que forcément, si on va provoquer une pluie au-dessus d'une province, c'est-à-dire que la province voisine, eh ben, elle va être lésée. Le risque, c'est notamment que ces nuages ne parviennent pas à atteindre l'Himalaya. Or, gros problème, eh bien, ça déréglerait l'approvisionnement de tous les fleuves voisins qui dépendent de l'Himalaya. On le voit avec cette solution, la Chine risque de dérégler totalement sa météo. Ce n'est pas forcément une solution idéale et puis on le voit en ce moment, ça ne fonctionne pas. De projets plus ambitieux qui sauveront peut-être un jour l'humanité. Bonsoir Marine. Bonsoir Anne-Claire. Face au réchauffement climatique, de plus en plus de pays travaillent sur ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Le principe, c'est d'intervenir mécaniquement sur le climat pour refroidir artificiellement la planète. Exactement, et vous allez comprendre l'idée avec ce projet du célèbre institut de recherche américain, le MIT. À partir de ces espèces de bulles gonflables, il ambitionne de fabriquer un miroir géant qui ferait la taille du Brésil, rien que ça. Il serait placé en orbite entre le Soleil et la Terre pour renvoyer une partie des rayons du Soleil dans l'espace. Autre projet direction le pôle Nord. Regardez ces pompes qu'est en train de tester une start-up hollandaise. Le principe, pulvériser de l'eau au bord de la glace pour qu'elle gèle et donc grossisse progressivement. Vous le savez, la banquise, c'est le meilleur climatiseur de la planète car elle réfléchit les rayons du soleil. Le but, c'est donc d'augmenter son volume. Et puis l'autre technique qui se développe, c'est ce qu'on appelle le blanchiment des nuages. On injecte dans l'atmosphère des particules, par exemple de sel marin, qui vont rendre les nuages plus blancs, plus brillants, avec toujours le même objectif, réfléchir la lumière du soleil. Certains vont encore plus loin, comme cette société américaine qui envoie dans la stratosphère des ballons remplis de dioxyde de soufre. Là-haut, ce gaz se transforme en toutes petites particules comme des paillettes qui nous protégeraient du soleil. Le problème, c'est que ce produit pourrait abîmer la couche d'ozone, cette barrière qui filtre les rayons les plus nocifs, et ensuite retomber sous forme de pluies acides. Cela suscite donc certaines inquiétudes pour la santé et pour l'environnement. L'autre préoccupation, c'est le manque d'eau. Est-ce qu'il y a un moyen d'agir aussi sur la pluie ? Oui, et les plus avancés dans le domaine, ce sont les Chinois. C'est assez opaque, mais selon nos informations, voilà à quoi pourrait ressembler leur gigantesque projet qui devrait être finalisé cette année. Imaginez des dizaines de milliers de générateurs avec des cheminées qui envoient vers le ciel de l'iodure d'argent, un produit qui favorise la formation de gouttelettes dans les nuages. Le but, c'est de faire tomber la pluie sur commande. Exactement le même procédé qu'utilisent nos agriculteurs localement pour éviter la grêle, mais on est sur des échelles radicalement différentes. Le projet chinois, il s'étend sur 1,5 million de kilomètres carrés. Vous avez bien entendu, Anne-Claire, 1,5 million de kilomètres carrés, c'est 3 fois la surface de la France. L'idée, c'est d'intercepter une partie de la mousson indienne au-dessus du plateau tibétain pour ensuite irriguer la Chine. Donc l'Inde s'inquiète déjà de la sécheresse que cela pourrait engendrer sur son sol. De manière générale, Anne-Claire, on a du mal à savoir précisément quelles seront les conséquences de ces manipulations du climat. De nombreux scientifiques y travaillent et appellent à une réglementation internationale sur le sujet. Alors, il y avait beaucoup de commentaires aussi dans le chat qui mentionnaient Claire Sévrac. C'est vrai qu'il avait été une des premières à alerter sur le sujet. Laurent Gatier, tu as coupé ton micro, je crois. Moi, j'aurais donc... une remarque, enfin, je sais pas, on peut pas appeler ça vraiment une remarque, mais là, avec tout ce qu'on vient de voir, extrait de différentes chaînes, donc on constate que la géo-ingénierie, c'est pas du tout complotiste, même si ça pouvait l'être il y a quelques années quand on l'évoquait. Et si on parle des traînées d'avions, on est obligé d'en parler, les chemtrails.
en fait, puisque les chemtrails, on nous dit c'est des complotistes qui évoquent ce sujet, alors que là, on vient de voir que l'ensemencement des nuages, c'est fait par quoi? Par des avions, souvent. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Laurent? Est-ce qu'il ne faut pas mélanger il y a beaucoup les de deux? sujets. Il y a beaucoup de sujets effectivement là dans les vidéos et puis dans ta question, c'est qu'effectivement il y a toutes les activités, notamment en Chine, de contrôle de la météo. Les développements sur la géo-ingénierie et puis le sujet des chemtrails. Et alors après, tout ça, c'est un peu imbriqué, c'est un petit peu emmêlé. Toi, c'est plutôt sur les chemtrails que tu me poses la question, c'est ça ou... En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que quand on voit les avions, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se disent, voilà, des fois on a un ciel bleu, tout bleu, puis d'un coup, il y a des avions qui passent et ils jouent au morpion. Il y a des traînées, tu vois, des traits qui se croisent dans tous les sens. Et puis, c'est des traînées qui restent et qui s'éparpillent avec le temps. Et ensuite, on a un ciel voilé. Là, on nous explique dans les vidéos qu'on vient de voir, donc il y a une recherche pour faire en sorte que les rayons du soleil soient moins forts sur la surface de la Terre. Donc, on fait en sorte de les faire réfléchir, de les renvoyer vers l'espace, quoi, en gros. Et est-ce que finalement, quand on parle de chemtrails, c'est pas de la géo-ingénierie, finalement? Alors, si ce qu'on dit pour les chemtrails, c'est que, comment dire, les avions commerciaux, les avions de ligne, quelque part, auraient un additif dans le kérosène qui conduirait peut-être à faire des nuages plus grands et plus persistants. En tout cas, comment dire, il y a pas mal de gens qui bossent là-dessus. Il y a des résultats, il y a des personnes qui font des analyses. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit comment dire, on fait on fait ce constat que effectivement, il y a beaucoup de traînées qui s'étendent et ça couvre le ciel. De là à à être catégorique et dire s'il y a une volonté et il y a un projet secret qui est destiné à couvrir le ciel. Pour le moment, en tout cas en ce qui me concerne, je dirais pas qu'on a assez de preuves. Mais il y a des associations qui se montent, il y a des collectifs de citoyens qui se montent aussi. Il y a quelque chose que vous pouvez... On peut mentionner l'Accès Ipica, je crois. L'Accès Ipica, qui est une association justement qui existe depuis une dizaine d'années. Oui, exactement. Et je dirais que chaque citoyen peut quelque part être journaliste en l'occurrence. C'est-à-dire que si à un moment vous notez un quadrillage qui est bizarre, vous trouvez que c'est un petit peu serré, il y a des applications gratuites, Flight Radar 24 par exemple, qui permet de tout de suite aller voir c'est quoi l'avion, où est-ce qu'il va, de quelle compagnie il est. Et, ou alors, si on voit un avion avec une énorme traînée et que derrière, on ne le trouve pas sur la base de données, c'est peut-être un vol qui est plus confidentiel, on va dire, plus secret. Et ça, c'est de la donnée qui permet de petit à petit de faire remonter de l'information. Si on s'aperçoit que c'est les mêmes avions qui passent régulièrement et qui font des quadrillages, là, on est capable de remonter des pistes. Voilà. Après, il faut être clair, hein, en Chine, là, ils ont parlé du projet, alors le nom m'échappe, mais en tout cas sur le plateau du Tibet. La Chine, aujourd'hui, chaque année, couvre 5 millions de kilomètres carrés en opération d'ensemencement des nuages. Donc, c'est 10 fois la surface. Ouais. Et ça, Chine fait tous les ans. Et donc, c'est-à-dire que, en tout cas, pour ce qui est d'opérations de contrôle de la météo, les moyens déployés dans des pays comme la Chine sont à une échelle qui est énorme. Donc voilà. Après, est-ce que l'iodure d'argent, c'est quelque chose qui est peu nocif en pratique. Il y a peu de bioaccumulation. On va pas c'est pas quelque chose qui va être toxique pour le corps humain. En tout cas, d'après les données qui sont disponibles. Mais donc voilà, si c'est chemtrail, vous voyez, c'est-à-dire que chemtrail, c'est un peu multiforme. C'est-à-dire que là, c'est des traînées. Ça peut recouvrir différentes choses. Ça peut recouvrir différentes. C'est ça. Est-ce que c'est du contrôle de la météo pour faire pleuvoir, pour empêcher la grêle, des choses comme ça, ou pour avoir un beau temps? Est-ce que c'est un projet de géo-ingénierie pour, à l'échelle globale, réduire l'ensoleillement? Est-ce que c'est d'autres substances qui sont épandues par avion? En tout cas, on a des preuves, hein, c'est-à-dire que c'est début des années 2000, le Guardian a révélé que l'armée du Royaume-Uni avait pulvérisé des substances, pour le coup, là, c'était des bactéries, je crois,
En tout cas, c'était des bactéries et ils ont pulvérisé ça sur la population pour faire des tests. Alors, c'était des bactéries censément inoffensives pour faire des tests de propagation de bactéries. En tout cas, c'est ce qui a été déclaré. Et ça fait un énorme scandale aux États-Unis. Et il y a eu l'équivalent américain, il y a peut-être l'équivalent en France. Mais en tout cas, des pulvérisations contre la volonté des personnes menées par des gouvernements dans des conditions de secret très élevées, c'est des choses qui existent et c'est fondé, c'est documenté. Voilà. Maintenant, de toutes ces briques-là, qu'est-ce qu'il faut conclure si jamais on voit qu'il y a pas mal de traînées d'avions dans le ciel? Moi, en tout cas, moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas. On voit pas mal de traînées. Il ne faut pas forcément conclure qu'il y a eu une pulvérisation intentionnelle. Voilà. Pour moi, c'est difficile de faire ce lien direct de cause à effet. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Hein. Je ne dis pas que c'est faux. Mais en termes de preuves et de niveau de preuve, de documentation pour pouvoir l'affirmer, c'est des choses qui sont en train d'être construites petit à petit. C'est très lent. Alors dans le chat, il y a beaucoup de gens qui, eux, constatent des choses de type chemtrails dans le ciel et qui pensent qu'effectivement qu'il y a des épandages de ce type-là. On va parler en fin d'émission. Je vois Henri Humano qui parle de ne pas oublier HAARP. On réservera ça pour la fin de la mission, notamment parce que Laurent Galtier, tu es un spécialiste, oui, on peut dire, un des rares spécialistes parmi les journalistes francophones du sujet. Donc ce serait vraiment dommage de ne pas évoquer ce sujet, même si on n'a pas d'archives vidéo qui en parlent. Et donc, pour revenir sur les sujets des chemtrails, il y a un superbe documentaire de Citizen Light, le média lancé par Pierre Barnerias, je ne sais pas, tu connais certainement Pierre Barnerias, Laurent, le documentaire s'appelle La manipulation du climat, l'arme fatale, dans lequel 2 pilotes de ligne témoignent et puis des scientifiques qui ont fait des analyses d'échantillons où on trouve effectivement du barium dans les eaux de pluie en quantité très importante et pas uniquement du barium. Et juste avant, le Dr Alouest, tu avais préparé un extrait du documentaire Arte, Les apprentis sorciers. Comment s'appelle-t-il le documentaire, pardon? Oui, c'est ça, les apprentis sorciers. Mais en fait, j'ai pris le passage. C'est court en principe, mais vas-y, on commente après. Ça marche. Vous êtes déjà plus de 700 à nous suivre en direct. Merci beaucoup pour votre présence et tous vos commentaires très très intéressants que je n'ai pas le temps de tous lire. Normalement, Miloud sera de retour la semaine prochaine pour nous aider. Il se prépare pour le match cette semaine. Désigne l'ensemble des interventions envisagées pour modifier le climat à grande échelle. On distingue 2 stratégies fondamentales. La première, appelée Carbon Dioxide Removal, ou CDR, consiste à éliminer le dioxyde de carbone de l'atmosphère, soit via des procédés techniques qui permettent de filtrer le CO2 dans l'air, ou via des méthodes biologiques en stimulant la croissance du phytoplancton qui favorise l'absorption du CO2. L'épandage de poudre de roche ou la reforestation massive font aussi partie de cette approche. La seconde stratégie, qu'on appelle géo-ingénierie solaire, ou SRM en anglais, repose sur l'idée de réduire l'ensoleillement de la planète. L'idée donne lieu à des visions audacieuses, l'installation d'une immense voile dans l'espace ou le blanchiment génétique des plantes pour qu'elles réfléchissent les rayons du soleil, ou encore la création de nuages artificiels au-dessus des océans. Autre méthode très controversée et qui fait beaucoup parler d'elle, l'injection d'aérosols, c'est-à-dire de minuscules particules, dans la stratosphère pour réfléchir une partie de la lumière solaire. Merci beaucoup pour cet extrait. Donc, on n'a pas mis les vidéos parce qu'en général, les documentaires d'Arte font que si on en diffuse des extraits, on se fait shooter la vidéo derrière. Donc là, on a essayé d'être un petit peu malin. Un des commentaires qui... Oups, j'ai enlevé sans faire exprès le docteur. Un des internautes qui disait cette vidéo mérite plus que 700. J'espère que la chaîne va se développer exponentiellement. Malheureusement, donc, la chaîne de Nexus, la chaîne YouTube, est extrêmement chère de banner puisqu'il y a plus de environ 250 000 abonnés et que souvent les vidéos plafonnent à 1000 ou 10 000 vues. Donc n'hésitez pas à les partager, non pas via les réseaux sociaux, mais plutôt en message privé ou par mail. On aura beaucoup plus d'efficacité en viralité de cette manière. Et bien sûr, un like, des commentaires sous la vidéo une fois qu'elle est postée, c'est-à-dire non pas dans le chat, mais une fois que l'émission est terminée. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire ce que vous voulez. Ça aide beaucoup au référencement de la vidéo. Voilà. Je vais enchaîner donc avec tout de suite, avant de faire réagir Laurent, avec un extrait du documentaire de Citizen Light.
avec un témoignage d'un pilote suisse. C'est parti. Je m'appelle Stéphane. Je suis pilote de ligne depuis 15 ans. J'ai travaillé pour plusieurs compagnies, principalement en Europe. Je suis également pilote de vol à voile. Mais dans mon aspect professionnel, j'ai clairement vu qu'il y avait du sprayage fait par des avions dédiés. 10 ans en arrière ou 15 ans, quand j'ai commencé, moi j'y croyais pas du tout en fait à Haute Chemtrail. J'y croyais vraiment pas. Et en fait, c'est l'expérience qui m'a fait ouvrir les yeux. Et vous avez eu déjà des témoignages d'autres pilotes qui ont vu la même chose que vous? Alors oui, j'ai eu des collègues de travail qui m'ont dit au sol, mais des jours c'est flagrant. Donc il faut qu'on soit clair. C'est pas des avions de ligne qui sprayent des particules. Les avions de ligne travaillent normalement, font des traînées de condensation. Mais les traînées de condensation, ce qui est très important de savoir, c'est qu'en principe, elles se dissipent. Et si elles restent, c'est qu'au bout d'un moment, elles restent en forme de tube, mais ça va quand même se dissiper. Et les traînées qui restent très longtemps et qui s'étalent, ça s'appelle vraiment du sprayage. Ça veut dire qu'il y a des particules à l'intérieur ça peut être différents types de particules, ça dépend de ce que les gens qui font ça veulent atteindre. Racontez-nous, est-ce qu'il y a un moment précis, en tant que pilote, où vous avez eu la preuve sous les yeux? Un jour, après le lockdown du Covid, pendant 2020, on a très peu volé. Et je me souviens, on était en route entre la Suisse et l'Autriche. On était à un niveau de vol, environ au niveau de vol 330. Donc 33 000 pieds, ça veut dire environ 9 900 mètres, proche de 10 000 mètres. Et en dessus de nous, et nous on était vraiment en direction de l'Est, donc en direction de l'Autriche. Et en dessus de nous, j'ai vu un 747 qui venait depuis le nord et qui allait croiser notre route. Et il a vraiment croisé notre route de cette façon-là. Donc on l'a vraiment vu passer très près de nous. Et en principe, nous, dans les avions, on a un système anti-collision qui détecte tous les autres appareils qui sont en vol. Et ce système anti-collision s'appelle TICAS. Et nous, on a un display qui permet de voir, OK, l'avion qu'on va croiser, il a telle et telle altitude. Et moi, je regarde sur mon display, je ne vois pas cet avion. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même pratiquement 10 000 heures de vol, voire plus. J'arrive à juger à vue d'œil, OK, à quelle altitude en dessus de nous il était. Donc je dirais que maximum il était, avec mes connaissances, 1000 mètres en dessus de nous. Donc en gros, c'est 3000 pieds, 3-4 000 pieds. Il ne devait pas être beaucoup plus haut que ça. Et puis je règle encore le display pour pouvoir voir, parce qu'on a une possibilité de voir jusqu'à 7000 pieds, donc jusqu'à 2100 mètres en dessus. Et je vois toujours pas cet avion sur mon radar, mais il est bien là. En réalité, il est là et je le vois pas. Donc déjà, premier grand problème, pourquoi cet appareil, alors qu'il devrait avoir un transpondeur, ne l'a pas? La réponse? La réponse, soit il a un transpondeur militaire, ou il fonctionne en mode militaire, et que ça veut dire que les avions civils ne peuvent pas le voir. Mais eux, ils peuvent voir les avions civils et les contrôleurs aériens pourraient le voir également. C'était clairement pas un avion d'un gouvernement, mais c'était un avion que moi, j'ai jamais vu les couleurs. Ça avait l'air d'être une société privée qui était probablement peut-être sous les couleurs d'un gouvernement, mais on n'a pas pu voir ni l'immatriculation, ni le drapeau, mais c'était des couleurs, comme l'avion était peint, pas connues du tout. Donc moi, ça me fait penser que c'était un avion pour une entreprise privée. Et tes couleurs, c'était quoi comme couleur l'avion? Alors c'était une couleur comme ça, blanche et verte. Alors il y a des possibilités qui pourraient dire que Evergreen ou ce genre de choses-là. Simplement, moi j'ai pas les preuves, j'ai pas pu voir. Par contre, ce qui était très clair, c'est que cet avion-là, c'était bien 747. Il était bien dans le rayon d'action du transpondeur que j'aurais dû voir, mais on l'a pas vu. Donc la réponse, c'est que probablement il utilisait un autre système de transpondeur que les civils ne peuvent pas voir. Et surtout, il avait 4 traînées blanches qui ne sortaient non pas des moteurs, mais qui étaient vraiment légèrement désaxées par rapport au réacteur. Et on voyait vraiment 4 traînées qui sortaient, et c'était énorme, quoi. Et ce qui est intéressant, moi j'ai encore regardé les autres avions autour de nous, parce que forcément, à ces altitudes-là, dans cet espace aérien-là, on n'est pas tout seul à ces heures-là. Il y a beaucoup d'autres avions. Et les autres avions n'avaient absolument aucune traînée, quoi.
aux mêmes altitudes. Et depuis ce jour-là, pour moi, c'était la preuve qu'on ne peut pas remettre en question le sprayage. On était en croisière avec forcément l'autopilote en marche. J'ai tellement été abasourdi que j'ai pas eu le temps de prendre mon téléphone pour faire un film, quoi, parce que voilà, j'ai pas eu la présence d'esprit. J'étais tellement étonné que ça m'arrive un jour de manière autant flagrante que voilà, quoi. Et j'en ai parlé avec mon copilote, qu'est-ce que lui il y pensait, puis il a dit mais c'est extrêmement bizarre, justement déjà qu'on le voit pas au radar, on devrait le voir légalement. J'ai pu en parler avec plusieurs amis qui sont dans la même compagnie ou dans d'autres compagnies et qui eux, ils disent oui, on a fait les mêmes expériences que toi, quoi. On le sait que ça existe, qu'est-ce qu'on va encore dire de plus, même aux États-Unis, apparemment ils reconnaissent qu'ils font ça. Et moi, je l'ai vécu plusieurs fois en vol, mais si on observe le ciel depuis le sol, on le voit également, quoi. Aussi, par rapport à la vidéo que je vous ai montrée près de chez moi, on voit qu'il y a des avions qui ne sprayent pas, puis d'autres qui sprayent et que les traînées restent. Il y a la même altitude. Alors, il y a des avions à même altitude qui ne sprayent pas, effectivement, et d'autres qui sprayent, on le voit très bien. Et sur le film que je vous ai montré, c'est qu'il y en a 2 qui sprayaient, puis le 3e qui était, on va peut-être dire quelques milliers de pieds au-dessus, mais c'est pas beaucoup plus, quoi. L'autre en dessus ne sprayait rien du tout, quoi. Je pense entre dire la vérité, quand on observe des faits et aller à des conclusions hâtives, il y a un pas qu'il faut pas faire, mais au bout d'un moment, c'est comme j'ai dit, là, il y a eu vraiment une observation claire et précise par rapport à d'autres avions. Pourquoi il n'y avait pas le transpondeur allumé? Pourquoi vous ne pouvez pas le voir? Pourquoi il avait ces traînées-là alors que les autres avions ne l'avaient pas? Pourquoi cet avion-là, déjà, il avait des peintures qu'on ne reconnaissait pas? C'était clairement pas une compagnie aérienne. Donc c'est pour ça que, pour moi, c'est un avion privé. Après, je ne sais pas si c'était d'un gouvernement qui a été utilisé ou d'une multinationale, je ne sais laquelle. Mais les choses faites se sont passées. Voilà, je suis désolé si c'était un petit peu long, mais j'ai trouvé le témoignage de ce pilote très intéressant. Et Laurent, je te laisse réagir. Son témoignage est vraiment très intéressant et je dirais qu'il pointe quelque chose qui, moi, me paraît propice pour arriver à avancer sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il dit qu'il est important d'observer et il dit qu'on peut les voir depuis le sol. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, chaque citoyen peut lui-même être un observateur. C'est-à-dire qu'il a son téléphone, tout le monde a un téléphone, un smartphone. Il peut prendre l'avion en photo, il met la date, les coordonnées GPS, il regarde sur une application qui s'appelle Flight Radar, est-ce qu'il y a un avion? Si cet avion n'est pas sur Flight Radar, capture d'écran. Et ça, par la multiplicité des témoignages avec le temps, ça va être on va dire des informations qui vont pouvoir être concrètes pour pouvoir arriver à bien isoler ce qui est d'un avion normal où il ne faut pas s'inquiéter. Il n'y a pas de raison d'être inquiet outre mesure. Et peut-être un phénomène c'est bien ce que dit le pilote dans l'interview, c'est-à-dire que ce n'est pas 100% des avions qui font de l'épandage. En revanche, s'il y en a quelques-uns au milieu, il va falloir enquêter dessus. Et là, chaque citoyen peut devenir son propre enquêteur quand il s'interroge et rechercher chercher des preuves documentées sur ces aspects-là. Après, alors il y a un point aussi où je dirais qu'il faut vraiment bien faire la différence. C'est-à-dire que là, vous voyez, l'avion, il parlait de 33 000 pieds, donc c'est 10 000 mètres. C'est au plus haut de la troposphère, c'est la couche la plus basse de l'atmosphère. Quand on parle de géo-ingénierie avec des aérosols, là on parle plutôt de la stratosphère, donc à partir de 15-20 km d'altitude. Là vous avez vu, il y avait une illustration avec un ballon. Donc ça c'est des ballons stratosphériques, c'est-à-dire qui montent bien au-delà de là où vont les avions. Donc si c'est des procédés qui sont déjà ingénierie, ce n'est pas du tout les mêmes procédés entre celui qui serait peut-être dans des avions secrets qui feraient de l'ingénierie et des techniques de géo-ingénierie par le dioxyde de soufre qui va dans la stratosphère. Voilà. La nuance est assez importante entre ces deux techniques. Voilà.
Très bien. Alors moi-même, j'habite dans un endroit assez reculé, dans le Limousin, où il n'y a pas d'aéroport à part celui de Limoges, mais il est assez loin. Et c'est vrai qu'il y a certains jours, il y a un trafic aérien anormal. Je le constate, moi, devant chez moi. J'ai déjà pris des photos et des vidéos. Et effectivement, des lignes qui se croisent. Et quelques, je dirais, dizaines de minutes après, on peut constater, ça ne marche pas tout le temps de la même manière, mais des fois, c'est très flagrant. Après, on a un ciel voilé. C'est-à-dire, c'est pas des nuages, c'est un ciel, un peu laiteux. Et le soleil, on peut le voir un petit peu apparent derrière, mais il est quand même très masqué. Et je ne vais pas faire de lien hâtif, mais j'ai des témoignages de personnes autour de moi avec des maux de ventre aussi inexpliqués qui suivent ces périodes-là. Et dans le documentaire que j'ai mentionné de Citizen Light, je te laisserai rebondir juste après. Pardon. Il y a un autre pilote de ligne qui témoigne, mais à visage caché. Et lui dit non seulement il est pilote de ligne, mais qu'il est aussi qu'il a un potager et qui remarque des sortes de filaments blancs et qui font se flétrir des plants de tomates, etc., des choses comme ça. Voilà. Donc, je ne dis pas que tout ça est lié, mais c'est quand même assez étrange. Et qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est intéressant, filament blanc. Il faudra qu'on en reparle parce que j'ai un autre cas qui m'a été remonté dans le Midi, dans le sud de la France. Donc, on va pouvoir comparer, justement. Tout l'intérêt de la documentation. En tout cas, de mon point de vue, ce qui est important, c'est d'avoir une approche qui est scientifique. C'est-à-dire que comment font les chercheurs et comment ont fait les scientifiques de tout temps. Ils observent des choses qui les interpellent et ils notent. Et moi, je te recommande dans ce cas-là, si tu observes que tu prends des photos, tu te fais un registre, alors que ce soit un cahier écrit ou un fichier Excel, ça dépend ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Si tu prends des photos, de bien les garder dans un répertoire, tu les classes par date. Et tout ça, petit à petit, si d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui font ce genre de registre, d'observation. Et petit à petit, on va être capable, tu vois, si on sait les dates où tu fais ces constats-là, les dates où il n'y a pas ces constats-là, on va être petit à petit en mesure de recouper des choses et d'arriver à des hypothèses qu'on va pouvoir confirmer et puis arriver à des conclusions et des preuves. Mais moi, j'allais vous dire... Ouais, non, c'est juste, j'allais vous dire, pendant la période du confinement, parce que j'ai vu que dans le chat, il y en a un qui l'a évoqué, le ciel, pour ceux qui s'en rappellent, on avait un beau soleil, plusieurs jours, enfin je pense même une grosse partie du confinement, on a eu un très beau temps, et le ciel était bleu. Mais bleu, il n'y avait pas les épandages comme on a pu voir. C'est vrai que c'était choquant, parce que je me rappelle d'une fois où j'ai dû faire une grande distance. Tu sais, on n'avait pas le droit de faire plus de 2 km, et moi j'ai dû me déplacer, j'ai dû faire 100 km. Et j'ai donc traversé Paris à l'est, quoi, tu vois, sur 100 bornes. Et ciel bleu, mais quand tu vois ça, tu as l'impression d'être pas sur Terre, quoi. Et en tout cas, bon, voilà. Et donc, comme tu disais, Raphaël, c'est vrai que des fois, nous, on a l'habitude, les avions, ils passent, ça fait des sortes de traînées qui se croisent, et puis après, ça s'épand, et on a un ciel voilé. Bon, écoute, c'est parce qu'on a tellement pris l'habitude que le ciel devienne comme ça qu'on fait même plus attention à un vrai ciel bleu, quoi. Alors justement, juste pour refaire la pub du documentaire de Citizen Light, parce que je montrais qu'un témoignage. Juste pour ajouter un truc, sauf à Perpignan, parce qu'une fois j'étais à Perpignan et ça m'a choqué, ils ont du vent là-bas, mais beaucoup de vent, ils ont la tramontane, tu vois. Et là-bas, je crois pas que les épandages, ça fonctionne. Il y a trop de vent. S'il y a des gens de Perpignan dans le chat, témoignez. Faites remonter l'info. Parce que l'enquête de Citizen Light fait justement essaie d'avoir une démarche journalistique ou un peu scientifique, même très scientifique. Et donc il y a des scientifiques qui ont analysé ces filaments, qui ont analysé ce genre de choses. Et donc pareil pour ce qui est de Flight Radar, c'est ça. Donc ils essaient de voir si les traînées d'avions correspondent à des avions qui sont répertoriés sur Flight Radar ou pas. Donc il y a vraiment tout un travail qui a été fait. C'est pas juste un témoignage ou deux de pilotes de ligne. Mais les témoignages sont importants aussi. Enfin, c'est un tout. Comme tu disais, Laurent, je pense que c'est important. Alors, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est ensemble et 800 personnes avec nous dans ce direct. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Ça fait plaisir. Et j'aimerais qu'on aborde le sujet de HAARP, puisque c'est un sujet relativement méconnu. Moi, ce que j'en sais, c'est que l'installation principale, je crois savoir qu'elle est en Alaska. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'ils ont des antennes relais ailleurs? Et à quoi ça sert?
Laurent. Alors, ARP, oui, donc c'est un sujet qui est assez large. C'est par quoi commencer? Donc, effectivement, ça existe, c'est en Alaska, c'est en service depuis. J'ai un petit doute là qui me vient. Bon, c'est pas grave, je retrouverai l'info tout à l'heure. Ça existe depuis, en fait, c'est un fonctionnement depuis pas si longtemps, je dirais peut-être 95, à confirmer. C'est une installation qui était au départ une installation militaire, qui a été et qui est passée plus récemment sous contrôle, en tout cas officiellement, uniquement public. Et c'est une installation, donc il y en a plusieurs dans le monde, la plus puissante étant ARP aux États-Unis, mais il y en a une, je crois, en Norvège, si je ne dis pas de bêtises, en Union européenne. Il y en a une en Russie aussi, et la Chine aussi s'intéresse beaucoup à cette technologie. Alors oui, j'ai vu, il y en a beaucoup, en tout cas pour celles qui sont officielles. C'est possible que d'autres installations soient connues. Quoi qu'il en soit, c'est une installation qui fonctionne encore et on voit des articles scientifiques, qui soient russes, européens ou américains ou chinois, qui parlent des expériences qu'ils font avec cette installation. Maintenant, c'est un instrument, officiellement, c'est un instrument d'étude de l'ionosphère. Et l'ionosphère, c'est une couche d'atmosphère qui est très ténue. C'est en haute altitude, il faut aller au-delà de 80 km. Tout à l'heure, je disais les avions, 10 km, la stratosphère pour la géo-ingénierie solaire à 20 km. L'ionosphère, on est 60-80 km, on monte jusqu'à 1000 km. Et en fait, c'est un système à énergie dirigée. Qui vient injecter des ondes électromagnétiques, donc à haute fréquence, dans l'ionosphère pour en modifier les caractéristiques. Et avec ça, on peut faire un certain nombre de choses. On peut par exemple. Donc, on peut faire. Alors, on va aller du plus. C'était bien une installation qui était. C'est une installation militaire à l'origine. Hein. Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est transformer l'ionosphère pour en faire une partie de l'ionosphère pour en faire un miroir. C'est-à-dire qu'il y a des rayonnements, en fait, quand ils vont traverser la ionosphère et partir dans l'espace. C'est les rayonnements qu'on envoie, par exemple, pour communiquer avec les satellites. Si jamais vous en faites un miroir, vous pouvez faire rebondir le rayonnement dessus et faire que le faisceau va aller beaucoup plus loin. Pareil pour un radar. Ça, c'est le miroir. Après, il y a un autre, en fait, en modulant le signal selon une fréquence donnée, on est capable de stimuler l'ionosphère pour qu'elle produise des ondes ultra basse fréquence qui sont, donc c'est des très très longueurs d'onde. C'est-à-dire que l'oscillation de l'onde, c'est la taille de la Terre ou des quelques fractions de la taille de la Terre. Et avec ça, on envisage des communications avec les sous-marins en plongée, parce que l'eau est transparente à ça, ou par exemple la détection de bunkers souterrains, parce que c'est des rayonnements qui peuvent aller très profondément dans le sous-sol. Ça peut aussi servir pour de la géologie. Et donc ça, on va dire, c'est sur les applications qui sont les moins spéculatives. Après, on peut aller spéculer un petit peu plus loin sur ce que ça peut faire. Donc, est-ce que déjà, si vous avez des questions déjà là-dessus, ou si vous souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat par rapport à ça? Pas beaucoup de questions. Donc, je vais laisser Laurent continuer. Et puis après, j'aurai un ou deux sujets qui dépassent ARP à aborder en fin d'émission également. Ouais. C'était quoi le message d'avant que tu as enlevé là? Alors, ARP, lire Patrick Pazin, lire Rosalie Bertel. C'est des très bons. Ouais. C'est des très bons bouquins que vous pouvez tout à fait lire. Ouais. Ok. Ok. Ah, j'ai pas trop compris son message de suite. Là, bon, bref, laisse tomber. Du coup, et alors, quand on parle d'armes à énergie dirigée. Alors, ARP, c'est pas. En tout cas, c'est un instrument à énergie dirigée. Est-ce que c'est une arme à énergie dirigée? Ça, c'est une autre question. Une arme à énergie dirigée, c'est un laser. Typiquement, c'est une arme à énergie dirigée, c'est-à-dire qu'on n'a pas une munition matérielle qui va être propulsée vers. Il y a aussi des systèmes à ultrasons ou à ondes qui permettent de. Alors, donc, peut-il influencer le mental des humains? J'ai une très bonne citation aussi pour vous sur ce sujet-là.
Mais Alors justement, c'est Soso qui pose la question. Mhm. Ces ondes, effectivement, peuvent-elles influencer le mental des humains? Quelle est ta réponse ou Alors, tes éléments de réponse? je vais vous lire la citation. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de Gordon MacDonald, qui était conseiller scientifique donc, du président Johnson, hein, donc, dans les années 70. Alors, donc, les oscillations électriques à basse fréquence amplifiées dans la cavité Terre-ionosphère sont liées à d'éventuels systèmes d'armes par le biais d'un aspect peu compris de la physiologie cérébrale. De cette manière, il serait possible de mettre au point un système qui altérerait gravement les performances cérébrales d'une très grande partie de la population dans certaines régions pendant une période prolongée. Ce type, alors je ne veux pas être dénigrant parce qu'il s'est beaucoup battu après contre les armes géophysiques. Donc, il a écrit ce texte, il était conseiller scientifique du président Johnson et ensuite il a lutté contre ce type d'armes à titre privé. Donc, je veux pas dénigrer cette personne, mais en tout cas, il nous écrit quand même clairement qu'il y a des systèmes qui vont jouer sur la fabrication d'ondes à très très basse fréquence dans la cavité entre la Terre et l'ionosphère. Et en fait, le mode d'action, il est par les fameuses résonances de Schumann. Vous en avez certainement entendu parler. Oui. Que les résonances de Schumann, c'est que en fait, c'est des ondes qui sont, comme je vous ai dit, très longues, donc elles font le tour de la Terre, leur longueur d'onde. Et en fait, ça s'appelle une cavité. Et dans toute cavité, il y a une fréquence de résonance où les ondes s'accumulent, s'amplifient et font un signal beaucoup plus fort. Et le mode, donc c'est des modes de résonance, il y a un mode principal et ensuite des multiples de ce mode principal, mais le mode principal, il est à 783 Hz. C'est quelque chose que vous avez sans doute déjà beaucoup entendu. Les résonances de Schumann, c'est quelque chose qui existe sans doute depuis l'origine de la vie sur Terre, parce que c'est alimenté à chaque instant par les éclairs. À chaque fois qu'il y a un éclair sur Terre, c'est comme si la Terre entière résonnait du point de vue des ondes électromagnétiques. Comme on a une centaine d'éclairs qui frappent chaque seconde sur Terre, c'est en permanence, on a une espèce d'océan électromagnétique dans lequel on baigne avec cette fréquence, cette 783 Hz. Et le fait est que ça, c'est quelque chose qui a été découvert dans les années 60, qui ne sont pas suivis dessus, et qui sont aussi interrogés sur l'influence des ondes électromagnétiques à 783 Hz. Parce que vous avez sans doute aussi entendu parler des ondes cérébrales. Et c'est des ondes électromagnétiques auxquelles fonctionne notre cerveau, avec les ondes alpha, delta, theta. Ce 783 Hz correspond, si je ne dis pas de bêtises, aux ondes θ, qui sont celles de la relaxation intense, qui peuvent beaucoup jouer sur notre réaction émotionnelle. Et donc, on peut imaginer qu'un système à énergie dirigée comme HAARP serait capable de modifier dans de très grandes régions, comme le disait Gordon MacDonald, ces résonances de Schumann, et donc potentiellement, c'est-à-dire qu'il y a quand même des études qui montrent l'effet des ondes sur le fonctionnement de notre organisme et de notre cerveau, donc pourrait potentiellement avoir un effet sur le cerveau. Alors, est-ce que ça peut contrôler les pensées? Là, ça devient beaucoup plus spéculatif. Par contre, est-ce que ça peut vous rendre très malade ou un peu malade? C'est possible. Alors, et il y a monsieur voilà. Pardon, vas-y. Et en tout cas, monsieur MacDonald l'avait bien relevé dans le passage que je vous ai lu. Très bien, merci pour cette réponse. Il y a plusieurs questions dans le chat. Alors pour moi, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des réponses qui peuvent être intelligentes. Donc je vais les poser. Gilles Jones qui dit est-ce possible de piloter les avions à distance avec leur système HAARP? Alors, moi, à ma connaissance, non. Mais... En tout cas, il n'y a pas intérêt, c'est-à-dire que c'est quand même un site particulier. Et aujourd'hui, on sait très bien piloter les avions à distance avec des émetteurs radio standards, haute fréquence ou d'autres fréquences, en passant par des satellites. Donc là, c'est plutôt un système, comme je vous disais, en fait, la quantité d'informations qu'on peut faire passer par ces ondes particulières, elle est relativement faible. Et donc, c'est pas, il n'y a pas, en tout cas, pour ce que j'en sais, il n'y a pas beaucoup d'intérêt par rapport à d'utiliser HAARP pour ça. Par contre, ça peut servir de radar. Ça peut servir dans certaines configurations, comme je vous disais, en faisant un miroir dans la ionosphère, un radar transhorizon.
Il y a des techniques comme ça, mais en tant que tel, il n'y a pas d'intérêt particulier sur le pilotage de drones. Alors, je te demande, comme tu viens de faire, des réponses courtes, s'il te plaît, parce que c'est la fin de l'émission. Ouais. Le Hubert Bonisseur de la BAT de 14e dit « Le radar américain dans le Golfe, c'est HARP alors? Ça envoie des ondes électromagnétiques, le radar immense ?» Point d'interrogation. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que HARP, c'est des radars effectivement de très très grande taille. Et je ne crois pas que celui dans le Golfe soit un radar qui ait ces dimensions-là. D'accord, ça peut pas être des antennes relais? Ça peut pas être des antennes relais, éventuellement? Comme je vous disais, hein, si on fonctionne avec des ondes très basse fréquence, en fait, il n'y a pas besoin de relais, c'est-à-dire que le signal, il part d'un côté de la Terre et il va de l'autre côté de la Terre. Le signal, il est global, en fait. Voilà. Alors, Good Topic dit « Non, c'est classé arme de guerre par l'UE depuis 1999 ». Alors, je ne sais pas exactement ce que l'auditeur veut dire par classé. En tout cas, il y a eu effectivement des auditions au Parlement européen qui relevaient qui s'inquiétaient de cette installation-là. Donc, c'est une audition officielle. Hein, vous trouverez sans problème les relevés et puis les décisions qui ont été prises au Parlement européen. Alors, j'ai une citation, mais en tout cas, une série de traités internationaux, donc là, ils en citent, dont le traité ENMOD, jette un doute considérable sur le programme HARP, tant sur le plan juridique, humanitaire et politique. Cela signifierait que le programme HARP constitue une violation du droit international. C'est sans doute pas pour rien que l'installation est passée des militaires aux civils. En tout cas, ce n'est qu'une hypothèse personnelle. Oui, mais c'est important de le préciser, mais c'est bien de l'énoncer. Alors, l'utilisation de HARP provoque des aurores boréales, excusez-moi, en effet secondaire. Est-ce que c'est vrai? C'était l'image d'ailleurs du dossier de Nexus. En tout cas, c'est avéré que HARP peut provoquer des aurores boréales. Après, c'est pas, comment dire, c'est des aurores qui sont pas non plus visibles très loin. En tout cas, pour ce qui est documenté et accessible, c'est pas les aurores qu'on peut voir comme on a eu du fait de la forte activité solaire, comme ce qu'on a eu par exemple l'an dernier. Voilà. En tout cas, pour ce qui est documenté. Est-ce que HARP, ça peut provoquer des aurores bergers? Je sors, excusez-moi. Merci, c'était pas mal. Ça peut manipuler la pensée, donc est-ce que ça peut... Enfin bref, je ne vais pas aller plus loin. Alors, autre question, est-ce que ça attaque la glande pinéale? Là, je ne saurais pas répondre. Il faudrait... en fait, ça demande plus de recherche sur l'effet des ondes électromagnétiques sur le fonctionnement du cerveau. Là, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Alors, cette émission touche à sa fin. Je voudrais juste aborder... oui, vas-y. Il y avait une pétition. J'ai vu passer quelqu'un qui faisait passer un lien. Je l'ai déjà affiché tout à l'heure. Tu l'as affiché, c'est bon? Ouais, oui, je l'ai affiché tout à l'heure pendant assez longtemps. Sur le site de l'Assemblée nationale pour qui demande la fin de l'arrêt des chemtrails. Il y a d'autres sujets concernant la guerre secrète. C'est pas tout à fait la guerre climatique, mais quoique, on n'a pas beaucoup parlé de la possibilité de créer des tsunamis et des ouragans. On n'en a pas beaucoup parlé pendant cette émission, mais il semblerait que ce serait pas impossible que de telles technologies existent d'un point de vue militaire. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu un reportage sur, c'est des faits qui datent des années 50-60, je crois, plutôt à 1950, comme quoi l'URSS, en cherchant à mesurer la croûte terrestre, avec un moteur de fusée inversé, c'est-à-dire que placé pour envoyer une secousse sur la croûte terrestre, pour essayer de la mesurer, pour mesurer l'écho, pour mesurer la croûte terrestre, ils auraient involontairement provoqué un tremblement de terre. Est-ce que ça te dit quelque chose, Laurent? Est-ce que tu as entendu parler de ça? Est-ce que ça semble plausible? Oui. Alors, j'ai plus en tête le nom du système, mais en tout cas, cette fusée renversée, c'était pour alimenter un système MHD, magnéto-hydrodynamique. Si vous avez suivi les travaux de Jean-Pierre Petit, vous avez beaucoup entendu parler de magnéto-hydrodynamique. Et en fait, l'objectif, c'est que la fusée, ça sert de source d'énergie pour provoquer justement des impulsions électromagnétiques et faire des études d'électrogravité. Donc, en tout cas, il y a des publications scientifiques qui montreraient qu'en effet, il pourrait produire des micro-séismes, en tout cas, dans ce qui est publié, des micro-séismes. Et cette technologie a été transférée aux Américains à une certaine époque, ce qui est assez rigolo.
Voilà. Alors, Après, Pardon. de là à dire que, en tout cas, le tremblement d'Haïti, c'est dû à ces technologies-là, encore une fois, en tout cas, on a tout à fait le droit de position. En revanche, après, il faut amener les preuves objectives que ça a été employé dans ces circonstances. Mais là, on serait typiquement dans une guerre secrète. C'est-à-dire que avec un système comme ça, on produit des séismes, des dégâts colossaux. Et la personne qui est victime, enfin la nation qui est victime, elle aura énormément de mal à prouver que qui est le pays agresseur, et ensuite de prouver que donc c'est pour ça que la convention Edmode est faible, c'est-à-dire que la charge de la preuve est à la victime. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose sur un sujet difficile. Oui, tout à fait. Et donc, il y a eu des soupçons également quand il y a eu un tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie. Turquie-Syrie, parce qu'on a parlé dans les médias beaucoup de la Turquie, mais on a peu parlé de la Syrie. Mais c'était le même tremblement de terre. Et il y a eu des soupçons, effectivement, que c'était un tremblement de terre provoqué, artificiel, de manière artificielle. Les soupçons sont tout à fait légitimes au regard des développements techniques. Et des enjeux géopolitiques, d'ailleurs. Exactement. Alors, cette émission, comme je disais, touche à sa fin. On pourrait discuter encore pendant des heures de ces sujets-là. Certains, on les a seulement effleurés, d'autres, on a été un peu plus en profondeur. Donc, merci beaucoup, Laurent Galtier, pour toutes les analyses, toutes les informations que tu as apportées à notre connaissance et toutes les hypothèses que tu as aussi émises. Voilà. Donc, je rappelle que tu es l'auteur de 2 dossiers. Donc, un sur la géo-ingénierie qui est paru dans le magazine Nexus numéro 1000, on n'en est pas autant, 158, excusez-moi, et un dossier sur le projet ARP, en particulier, qu'on voit à l'image, dans le numéro 161. Voilà, donc merci beaucoup. Pour ceux qui sont venus en cours d'émission et qui nous ont parlé de l'Iran, de la Chine, du Vietnam, sachez que ce sont des sujets que nous avons abordés, j'ai du mal, en début d'émission. Donc n'hésitez pas à regarder cette émission en son intégralité depuis le début. Et voilà. Laurent, j'allais te demander, donc là, est-ce que tu fais des conférences quelque part prochainement? Est-ce que tu as un bouquin en préparation? Est-ce que... J'ai quelques projets en préparation, mais ce ne sera pas assez avancé pour pouvoir en parler. D'accord. Voilà, en début d'année, j'ai fait un article sur les méga-feux aussi, qui est un sujet dont on entend assez régulièrement parler, ces grands feux, et notamment, malheureusement, cet été dans les Corbières. Donc voilà, et où il y a des soupçons aussi. Aux États-Unis aussi. Enfin, c'est pas. Oui, tout à fait, oui. Il y en a eu des énormes en Californie, à Hawaï, et on est encore. Et là, on est typiquement encore dans un sujet où, où la charge de la preuve est très très difficile. Voilà. Oui, par contre, on est sur les mêmes. C'est vrai que les preuves sont difficiles, les preuves définitives sont difficiles à établir. Par contre, je pense qu'on est nombreux à avoir vu des images assez étranges de choses qui brûlaient et de choses qui ne brûlaient pas. Je pense notamment à l'incendie dans les Landes, l'incendie en Californie et l'incendie à Hawaï. Des choses qui, bizarrement, étaient vraiment côte à côte, et certaines brûlent et d'autres pas. Donc, je ne suis pas expert en incendie. Ouais, mais c'est pas une question facile. C'est-à-dire que typiquement, une voiture si le feu prend dans la voiture, c'est des espaces confinés, les températures peuvent devenir vraiment élevées. Un arbre qui va être très élancé, en fait, les buissons vont brûler en dessous et en fait peut toucher le sommet de l'arbre. Donc sur les photos, et ça en fait on trouve des feux de forêt parfaitement banals où on a des phénomènes qui se ressemblent. Donc moi je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu des armes à air dirigé qui ont été utilisées, mais encore une fois, c'est-à-dire que si jamais on accuse, il faut prouver. Voilà, et c'est encore une fois, c'est des sujets qui sont où il est difficile de prouver. Voilà. Eh ben, en tout cas, les internautes, je crois, ont beaucoup, pour la plupart, apprécié cette émission. Voilà, donc merci beaucoup encore, Laurent Galtier. Docteur, tu voulais rajouter un petit mot? Non, c'est tout. Merci à tous dans le chat. Merci à Raph, merci à Laurent. Et puis une prochaine émission, peut-être qu'on fera un sujet plus poussé avec Laurent, parce que c'est vrai que je l'ai pris vraiment de court. Hein. Donc déjà, merci, un gros merci à lui d'avoir accepté de participer. Cette invitation à la dernière minute. Et Laurent, on te laisse le mot de la fin. D'accord. Écoutez, moi je vous remercie pour l'invitation.
Et donc c'est des sujets qui sont passionnants, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à apprendre, à creuser. Et c'est aussi des sujets où on est incité à, comme le disait le pilote tout à l'heure, à regarder un peu plus notre environnement et à regarder un petit peu plus autour de nous, à regarder un petit peu plus le ciel, à regarder un peu plus la campagne. C'est peut-être pas mauvais de lever un petit peu effectivement le nez du téléphone et on a un monde qui est beau, qui est magnifique et il faut le protéger aussi des élans guerriers. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont importants pour les citoyens, pour l'environnement et pour que les choses se passent le moins mal possible. Voilà. Merci à toi en tout cas. Et à bientôt. Merci à tout le monde. À bientôt, ouais. Au revoir. À bientôt. Au revoir.